tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, il y a deux livres à deux poches, je vous l'avais promis, j'alterne en ce moment avec, il y a des lectures en grand format que je lis généralement plutôt chez moi et des lectures en poche que je lis généralement plutôt au travail. Donc on commence cette vidéo. Avec ces deux lectures-ci, on a L'odeur des clémentines grillées de Lee Do-woo, un nouveau roman coréen sorti récemment en poche. Et il y a Panorama il y a Lilia Hossein, adapté en poche également récemment au moment où je filme, un petit peu moins récemment au moment où la vidéo paraîtra. Mais voilà, celui-ci avait reçu le prix Renaudot des lycéens en 2023. Voilà, donc j'avais très envie de le lire. Lorsqu'il était sorti en grand format, je ne m'y étais pas forcément hyper intéressée parce qu'il y avait plein de sorties et j'en avais priorisé et il y a d'autres. Mais j'ai bien fait de le lire parce que je l'ai adoré. Et celui-ci, j'ai été un peu déçue alors que c'est un roman coréen, vous le savez, j'adore les romans coréens. Mais comme quoi, on peut quand même être déçu. Donc on commence par Panorama. Alors Panorama, c'est un livre assez brillant, je trouve, très réfléchi, qui appelle énormément à faire réfléchir le lecteur à la société actuelle et à un potentiel futur si on continue comme ça, c'est-à-dire avec l'omniprésence des réseaux sociaux, des IA, il y a l'insécurité dans notre société, enfin on n'est pas sans le savoir, en France niveau sécurité c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de violence, c'est assez craignos, je sais pas vous mais personnellement c'est quelque chose qui m'inquiète dans la société. Je trouve vraiment que ça craint qu'en 2025 on ne puisse plus sortir dans la rue en pleine nuit parce qu'on a peur pour notre sécurité, surtout quand on est une femme, également quand on est un homme, mais encore plus quand on est une femme. Donc bref, ce livre-ci se passe en 2049, donc c'est un livre un petit peu dystopique. Et il y a Lilia Hossein, je trouve, amène de façon assez brillante et hyper pertinente à réfléchir à notre société dans à peine 25 ans. Après, il y a la révolution de 2029, la grande révolution de 2029, où chacun a un petit peu réglé ses comptes avec les uns et les autres, où il a permis en fait de se venger des crimes qu'on avait. Il y a par exemple, si votre frère avait été assassiné par quelqu'un, vous aviez le droit de tuer ce quelqu'un. Il y a eu cette fameuse grande révolution, chacun a un petit peu réglé ses comptes et maintenant on est 20 ans après, il y a donc en 2049 une société de la transparence, une société où si vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez accepter d'habiter dans une société, dans une maison, de travailler dans un bâtiment qui va être complètement transparent. Il y a deux façons à... comment dire ? Alors, les avantages, c'est que ça vous protège des violences et que les voisins vous voient, et donc s'il y a un problème, ils peuvent alerter les secours. Mais l'inconvénient, forcément, c'est la perte de la vie privée. Mais dans ce livre-ci, qui est assez bien amené, ça va nous amener à réfléchir aux avantages et aux inconvénients. Au début, c'est présenté comme un gros avantage parce que la transparence, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes bien content que vos voisins puissent vous voir comme ça, le jour où il vous arrive quelque chose, quelqu'un réagissent directement. Et effectivement, ça va être prouvé. Les églises vont devenir transparentes, donc plus de prêtres et il y a pédophiles. Les foyers vont devenir transparents, donc plus de violence sur les jeunes. Les maisons où habitent les gens, plus de violence conjugale, plus de viols, plus de violence, enfin bref, plus rien. Et chaque bâtiment sera transparent, surtout dans certains quartiers comme le quartier de Paxton, qui est un quartier riche en fait où vivent les plus riches, et encore une fois c'est le quartier le plus riche où chacun accepte qu'il soit transparent et où il y a la plus grande sécurité. Sauf qu'un jour, un couple disparaît, un mari, une femme et leur fils disparaissent. Comment c'est possible alors qu'ils ont des voisins qui les ont vus, sauf que ils ont disparu. Donc on suit comme personnage principal Hélène qui n'est pas vraiment flic mais un substitut en gros qui est chargé de la sécurité des uns et des autres. Elle est chargée de faire des rondes, à logement ou à l'extérieur pour voir que tout va bien, et il faut savoir qu'en pleine nuit il y a des lumières rouges qui clignotent dans chaque logement pour vérifier que chacun est en sécurité.
Les lits sont des lits sarcophages où en fait chacun appuie sur un bouton lorsque le quelqu'un souhaite avoir un rapport sexuel, ce qui évite les viols, conjugaux ou pas. Hélène, du coup, va aller interroger les fameux voisins de ce couple qui a mystérieusement disparu et qui cause un gros blanc et un gros questionnement quant à la pseudo-sécurité de ce quartier, parce que si des gens continuent de disparaître alors que les violences ont largement régressé, c'est qu'il y a une faille quoi. Donc elle va notamment aller interroger Victor Joannet qui est un grand architecte qui a énormément fait en sorte que la société de la transparence s'impose, parce que c'est lui qui a eu cette idée. Il faut savoir qu'il vient d'un milieu très pauvre et très défavorisé, parce qu'il était en foyer, il se faisait maltraiter et il avait envie que ça s'arrête. Et il s'est dit, si je fais en sorte que les bâtiments soient transparents, ce genre de violence que j'ai reçue, n'arrivera plus. Ce qui en soi, ça se tient. En vrai, dans le roman, ce qui est bien, c'est que c'est pas manichéen, c'est qu'il y a des bons éléments et des éléments qui clairement, quand vos voisins vous voient dans votre cuisine ou dans votre chambre au sortir de la douche, c'est pas ouf quoi. Donc, elle va aller interroger les voisins. Donc il y a Victor Joannet, il y a Lou et il y a Nadir. Non, Nadir c'est un gars que je... Non. Bref, voilà, il y a Philomène. Donc chacun lui apporte un petit peu des éléments. Hélène va en découvrir plus sur le fameux couple, comme quoi Miguel, donc l'homme du couple, profitait de l'argent de Rose qui était artiste peintre. Elle va aller interroger sa sœur Olga, elle va même aller interroger le père de Miguel dans un quartier qui craint, parce qu'il y a encore un quartier en France qui craint, c'est les Grillons, un quartier sans transparence où les violences continuent un peu. C'est un petit peu vu comme le ghetto, mais clairement ce serait ce ghetto là dans la France entière actuellement, il y aurait pire, hein. Voilà, parce que là ils sont vraiment arrivés à un niveau de sécurité top level, donc forcément quand vous avez un quartier qui ne se plie pas aux règles, c'est très très mal vu. Hélène va apprendre que Lou, une des voisines, fait quelque chose d'un petit peu clandestin avec Miguel, qu'elle a un petit peu une mélancolie par rapport à la société d'avant, parce que là on n'a plus le droit à aucune vie privée, donc c'est quand même assez dur. Victor Joannet a une fille qui s'appelle Salomé, et en fait il va y avoir une affaire avec cette Salomé et un jeune également qui s'appelle Jules. Jules accusé d'avoir voulu violer Salomé dans le fameux lit sarcophage, sauf qu'en fait elle aussi a appuyé sur le bouton, donc elle était consentante. Après ils ont 12 ans, donc qu'est-ce que le consentement à 12 ans? On peut lancer les débats, mais personnellement on est encore au début de l'adolescence. Je trouve qu'on ne réalise pas vraiment ce que c'est, mais bon bref, il a essayé de l'embrasser de force, et ce qui conduit à un procès. Il faut savoir que chaque mois des procès citoyens ont lieu, donc chaque mois, chaque citoyen de la ville a son mot à dire quant à la culpabilité ou l'innocence d'un individu, et évidemment les peines sont bien plus lourdes qu'actuellement, et Jules encourt jusqu'à 7 ans de prison parce qu'il y a 12 ans il est vu comme complètement responsable de ses actes. Il faut savoir que la responsabilité dans ce livre-ci est assez est très importante, et il y a par exemple à 8-10 ans vous êtes vu comme complètement responsable de vos actes. Donc il y a des choses dont on peut discuter, mais voilà. Le mari de Lou est avocat et fait sa plaidoirie contre Jules. Il faut savoir qu'également un coupable n'a pas le droit à un avocat, qu'il n'y a plus de livres, il y a papier, que il y a tout se lit sur une tablette, et que les auteurs peuvent retoucher leurs livres. Et là j'ai écrit quelques explications parce que je trouvais ça hyper intéressant. On a 3 versions d'un livre final: la version abrégée pour les impatients, la version normale et la version brute et pour les universitaires. Il y a également des quartiers avec des sous-catégories de personnes. Il y a par exemple un quartier pour les célibataires, un quartier pour les vieux, un quartier pour les gays. Et comme ça vous pouvez être entouré de personnes qui vous ressemblent. Donc c'est vraiment une société complètement différente de la nôtre, et j'ai vraiment adoré ce roman qui est un petit peu une enquête et un questionnement quant à un potentiel futur. C'est clairement une contre-utopie que j'ai trouvée hyper fine, hyper géniale,
Et franchement, je vous encourage vivement à lire ce roman que j'ai trouvé brillant et je suis contente de ne pas être passée à côté du coup lors de sa sortie en poche. Je l'ai adoré, je lui mettrais facilement un 9, 9,5 sur 10. Voilà. Le second livre que j'ai bien moins aimé et pourtant j'avais des assez hautes attentes, vous savez j'adore la littérature asiatique, il y a notamment japonaise et coréenne, celui-ci est coréen. Donc c'est le fameux L'odeur des clémentines grillées de Ido-woo. Ça a donné un drama coréen en 2020 ou 2022 avec il y a Park Min-young que j'aime beaucoup qui joue, il y a notamment dans il y a Marry My Husband ou il y a What's Wrong with Secretary Kim. Mais voilà, ce livre, oh là là, je sais pas si c'est la traduction, je sais pas si c'est le texte originel qui quand même est un peu ancien parce que si le drama a déjà 2, 3, 4 ans. Mais alors, j'ai trouvé ça un peu cringe. Bon, de quoi parle ce livre? D'une, je trouve ça triste qu'un livre soit cringe alors qu'il a une couverture trop belle. Bref, c'est un petit peu superficiel ce que je viens de dire, on va prendre ça au second degré, ok? Alors, on suit Ewon. Ewon qui va quitter Séoul suite à un burn-out. Ewon donne des cours d'art, il y a thérapie à des élèves. En gros, elle est prof d'art, surtout de peinture. Et elle fait un burn-out, on sait pas trop pourquoi, mais elle va retourner dans le village de son enfance, dans le Gangwon-do. Alors le Gangwon-do, c'est à l'est de la Corée, c'est où il y a notamment il y a les villes de Gangneung et Sokcho que j'ai beaucoup aimé, donc vers la mer, mais là elle est pas vers la mer. Et ce bled s'appelle, je ne sais plus, mais elle va retourner dans ce bled où elle va retrouver sa tante qui garde, en fait qui a une maison et elle en fait une auberge, c'est une maison familiale et elle en fait une auberge, hôtel, etc. Et Ewon va retrouver un fameux ancien camarade de classe qui s'appelle Unsop et Unsop a ouvert une librairie qui s'appelle la librairie Good Night. Un gars duquel elle n'était pas très proche mais qu'elle va retrouver, voilà. Donc Ewon reprend ses marques dans cette ville de laquelle elle n'est plus familière. Elle dit à sa tante qu'elle va rester il y a l'hiver entier, donc au moins il y a 2-3 mois, et qu'elle repartira à Séoul au printemps. Au début elle s'ennuie un petit peu et puis rapidement elle va aller aider à la librairie, donc elle va redécouvrir Unsop, elle va y découvrir un endroit assez calme, il y a posé où Unsop organise des séances des clubs de il y a lecture quoi. Elle va faire la connaissance de personnes du village, on a un vieux avec son petit-fils, on a une jeune ado dont la mère est pharmacienne, on a une amie de sa tante, bref c'est assez sympa, les personnages sont assez différents. Par contre très clairement moi j'aurais bien fait plus de scènes dans la librairie, j'aurais vraiment plus développé cet aspect là, ça l'est développé un peu mais il n'y a pas tellement. Et en fait ce qui m'a dérangé dans ce roman c'est l'écriture. Et par exemple il y a écrit souvent tse, en gros il y a des mots français qui sont raccourcis. Donc je sais pas comment ils ont fait en coréen parce qu'ils ont aussi une façon familière de s'exprimer. Ils ne parlent pas quand soutenu à chaque fois, je peux vous le dire, mais je sais pas comment, si c'est fait exprès, si la traductrice a pris ce parti pris, si bref, c'est vraiment la traduction officielle. Mais ça m'a un peu dérangée, puis surtout il y a quelques scènes hyper cringe, genre ah je t'aime, oh moi aussi, gna gna gna, mais putain mais cassez-vous en fait, c'est hyper cringe. Et j'avais l'impression de littéralement regarder un drama coréen hyper niais, genre True Beauty. J'adore True Beauty parce que c'est niais, mais c'est objectivement niais quoi. Donc voilà, moi j'ai pas signé pour lire un truc qui ressemble à un drama coréen. Sinon je regarde un drama coréen et je regarde des dramas coréens chaque jour. Hein. Mais voilà, donc forcément Unsop et Haewon se rapprochent. Voilà, je vous ai spoilé quand ils se sont dit je t'aime, moi non plus. Non mais sérieux. Je sais pas quoi dire d'autre. Une vague de froid les frappe, donc à un moment la tante et Haewon doivent y dormir chez Unsop parce qu'il fait moins 20 degrés. Oui, il faut savoir que la Corée, il y a un moment il fait aussi froid qu'en Sibérie, hein. C'est pas faux. L'année où j'y suis allée, on a eu jusqu'à moins 26 et du moins 15, moins 18 pendant au moins 2-3 semaines de suite, je veux vous dire que ça pique. Hein. Et du coup ils dorment ensemble, gna gna gna, mais ils font rien, après ils font des trucs. Unsop il va retourner dans la cabane dans les bois où il a été élevé, il a été adopté. Non franchement j'ai pas trop eu
un affect particulier avec les personnages parce que la façon dont c'est dit, j'ai trouvé ça niais. J'ai pas trop réussi à avoir une empathie particulière avec Ewon parce que j'ai même pas su pourquoi elle a fait un burn-out. Pourtant, le burn-out, la pression au travail, etc., ce sont des vrais sujets en Corée. Habituellement, il y a l'empathie pour ce genre de personnages qui vivent cette situation. Mais là, comme on n'a pas eu d'explication et comme elle est niaise, et ben ça m'a un peu saoulée. Voilà, je vais arrêter avec ce livre, je pense que ça suffit amplement. Bah du coup je lui mettrai un 6,5 sur 10 grand max, je pense que vous l'aurez compris qu'il m'a un petit peu gavé. Bon bah écoutez, ça en est tout pour cette vidéo de 2 livres de poche sortis récemment, un de littérature coréenne, un de littérature française. J'ai adoré celui-ci, beaucoup moins celui-là, ne vous fiez pas aux couvertures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner, je vous assure que ça me fait hyper plaisir parce que c'est beaucoup de travail que de faire ces vidéos, il y a de les organiser, il y a les monter, de faire les articles, etc. Donc ça me soutient. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui est du même nom ainsi que mon blog. Merci d'avoir regardé celle-ci et au moment où je filme cette vidéo, je lis en ce moment un titre chez l'Iconoclaste. Il y aura bientôt une vidéo de 2 titres de la rentrée littéraire chez l'Iconoclaste et j'ai hyper hâte. Merci d'avoir regardé celle-ci et on se retrouve très bientôt dans une autre. Bye!